On se met là tous les deux, ça vous va Jean-Louis? Tout vous va? Vous avez un micro là et on peut partir pour quelques minutes d'échange. Euh, les 20 ans, on va pas être passéiste, hein, c'est pas le but. Et puis je vous connais un tout petit peu, on s'est déjà croisés quelques fois. Je sais que c'est pas votre truc. Par contre, à quelques jours près, on est un peu en avance. Ça, c'était le 26 juillet, hein, c'est ça, Jean-Louis? 26 juillet 2005. Hein. Aucune idée. Aucune idée, vous en souvenez pas. Hein. Ouais. Vous faites des trucs après, c'est plus, ça vous appartient plus, hein, c'est ça. Engouement extraordinaire, vous l'avez vu chez ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, ça serait pareil. Ceux qui sont derrière l'écran doivent vous dire merci. On se replonge en 2005, s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien savoir dans quel contexte vous avez créé cette chose-là. C'est quoi l'intuition fondatrice? Je suis tellement curieux de savoir d'où vient cette idée. Comment c'est parti? Vous en souvenez? Oui, je peux vous donner le cadre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le chômage venait de taper 10%. 10, 10,1, 10,2. Et c'était un choc, un énorme choc. Et c'est pour ça que Jacques Chirac, moi j'étais ministre de la ville, l'appelle, il me dit, écoute Jean-Louis, est-ce que tu penses... Il y avait une émission de télé où il avait paru un peu désemparé avec des jeunes sur le plateau. Je sais pas, les plus anciens se souviennent de ce moment peut-être. Il m'a dit, est-ce que tu penses qu'on peut inverser la machine? J'ai dit, Monsieur le Président, je ne sais pas, je vais réfléchir. Alors j'ai passé 8-10 jours avec mon petit cahier à me dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Bon. Et ma conviction, c'est que le redressement d'un pays, c'est le redressement de ses ressources humaines. Tout le reste, c'est des blagues. Et je revois le président Chirac et je dis, Monsieur le Président, je pense que, voilà, j'avais mon petit cahier, si on fait une dizaine de plans qui touchent les ressources humaines de notre pays, je pense que chaque plan, ça peut faire du 0,2, 0,3%, voilà, par trimestre. Il me dit, c'est bien ça, mais alors il faudrait quoi? Je dis, c'est simple, il me faut tout. C'est-à-dire qu'il me faut le travail, la formation professionnelle, le logement, l'urbanisme, la santé, tout quoi. Voilà, tout ce qui n'est pas les petits hommes en gris. Voilà, tout ce qui fait la chair du pays. Alors il me dit, ah bah oui, c'est bien, bon. Et puis le secrétaire général de l'Élysée que je vois me dit, oh mais vous savez, Monsieur le ministre, ça serait un très gros ministère pour vous tout ça. Je lui ai dit, écoutez, mon vieux, c'est pas grave. Pour dire au président que j'étais ravi de le voir. Bon, enfin bref. Et donc, on invente ce ministère de la cohésion sociale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'on fait fausse route encore aujourd'hui. Voilà. Notre sujet, la force d'un pays, la force d'une chaîne, c'est de son maillon le plus faible. On ne redressera la France qu'avec la jeunesse de France, qu'avec les mamans de France. Voilà. Ça, c'est ce que je ressentais spontanément à l'époque. Et je le ressens encore plus spontanément aujourd'hui. Et puis, alors moi, je passais mes samedis et mes dimanches au ministère à recevoir des gens pour essayer de comprendre. Il y a un truc que j'ai appris dans la vie, c'est que quand un truc ne marche pas, c'est jamais pour la raison qu'on te dit. C'est toujours pour un truc qui est derrière le rideau, qu'on n'a pas bien identifié. Que, bon. Et je suis encore un peu ému de ce moment. Donc un dimanche soir, un mec que j'adorais me dit, écoute, il y a une femme qui est une intellectuelle, qui a un cerveau. Surtout, elle vient d'avoir un terrible accident de voiture. Elle a perdu son mari, ses 2 enfants. Je sais que tu as autre chose à foutre, mais reçois-la. Et je me souviens, à 18h ou 19h, probablement un petit whisky dans la main, et je reçois cette dame, pas pour ce qu'elle allait me dire. Et cette femme, elle est extraordinaire. Et elle m'a dit 2 choses. Elle m'a dit, vous savez, on va changer de monde. On va quitter la propriété pour l'usage. Aujourd'hui, ça paraît être assez simple. À l'époque d'Airbnb, mais il y a 21 ans, 22 ans, c'était pas un truc de tout clair, ça. On va passer de la propriété à l'usage. Et elle me dit,
dans ce style-là, vous allez voir, monsieur le ministre, que le bonheur va pas être d'acheter une 7e paire de chaussures, mais quelques heures de confort pour la famille. Voilà. Apporter du bonheur, du confort pour la famille, et notamment pour les mamans de la famille. Et je lui dis, mais c'est génial, mais on fait comment? Elle me dit, c'est simple, il faut pouvoir rendre populaire 1 heure de travail, populaire à un prix populaire. Et en même temps, celui qui fait la prestation puisse monter en formation et passe de 8 ou 10 heures de travail à aller vers le plus temps plein possible. C'est le modèle économique qui s'imposera. Alors, pardon d'être un peu long, mais on me demande quel est le contexte. Voilà, c'est cette femme, c'est pas moi, c'est elle qui... Alors après, il a fallu quand même travailler. Rêver, travailler, fédérer. Comment vous avez convaincu à cette époque-là? Parce que vous ne deviez pas avoir que des optimistes autour de vous. On a toujours des gens qui vous disent ça ne marchera pas votre truc. Personne ne voulait entendre parler. Personne. Si on est sur un axe, et je ne fais pas de politiquerie quand je vous dis ça, mais c'est l'époque où le PS était, où la gauche était encore en train de considérer que tout ça c'était des petits boulots. Des petits boulots. Vous retrouverez dans la presse des articles incendiaires sur les petits boulots de Borloo. Et puis les petits hommes en gris. Hein, ceux qui sont 133 000 là, bien formés dans l'immeuble de chez Métoff où personne ne peut s'y retrouver, eux considéraient aussi avec un peu de mépris ces petits boulots pas clairs, pas bon. Et au début, on s'est fait totalement assassiner. On a été mis en minorité, mais moralement, sociologiquement. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais attends, je suis complètement con, c'est pas à eux qu'il faut que je parle. Alors j'avais un pote qui dirigeait toute la presse féminine. Je lui ai dit, fais-moi 3 déj avec les 20 femmes qui dirigent les 20 grands magazines féminins. Et je leur ai dit, on va faire la guerre ensemble. Parce que ce secteur-là, c'est à 90% un secteur fait par les femmes pour alléger la vie des autres femmes de ce pays. Donc c'est un plan totalement pour les femmes de notre pays, pour trouver du travail, pour monter en compétences pour les unes et pour s'alléger les emmerdements. Et il y a eu une campagne, on a fait la une de tous les journaux féminins. C'est là que j'ai découvert, à l'époque, il y avait 7 millions de lecteurs dans les grands magazines féminins. Une force de frappe absolue. Il n'y a plus un petit homme en gris qui a osé ouvrir sa gueule. Donc c'est grâce aux femmes, en fin de compte. Et on n'a plus jamais parlé de petits boulots. C'est grâce aux femmes, en fin de compte. Mais évidemment, mais ça tombe bien, c'était pour elles. Bon, j'imagine que politiquement, évidemment, c'est pas simple à mettre en place parce qu'il y a aussi, au-delà de la cohésion sociale dont vous venez de parler comme levier, tout ce qui est fiscalité, crédit d'impôt, et ça, il faut le négocier. Et ce sont des chiffres à aligner et il faut convaincre. Est-ce que ça a été compliqué à l'époque? Est-ce que vous pensez être allé assez loin à l'époque? Ou est-ce que déjà, il y a 20 ans, c'était ce qu'il fallait faire? On a probablement pu faire plus et mieux, je ne sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une grande leçon. Le problème, c'est pas de persuader les collègues du gouvernement et du Parlement, c'est d'embarquer la société française. Et quand vous avez à bord le MEDEF, et dans le MEDEF, à la fois le patron du MEDEF, mais des mecs comme Pierre Bellon, que vous avez le patron de Fourmi Verte, enfin du Crédit Agricole, du Crédit Mutuel, la CFDT, la CGT-FO, je veux dire, vous avez gagné la partie. Personne ne peut vous arrêter. Alors, ce qu'il a fallu, c'est, il y avait un droit absolu des départements, il y avait des systèmes d'agrément associatif, le privé n'avait pas le droit de faire un certain nombre de... Enfin, mais au fond, quand vous créez une espèce d'armée, une envie... On avait inventé un mode. Je me souviens à la Banque de France qui nous avait dit le chèque emploi service et le CESU, on va faire un comité de suivi parce qu'on craint que ça augmente la masse monétaire française et que ça déstabilise le pays. Enfin, on en était là avec les petits hommes en gris. Bon.
Donc, Vous les aimez, hein? Vous les aimez, ces gens. Hein? ah, mais je pense que, vous savez, des mecs qui se trompent de 60 milliards de collectes à la mi-année et qui démissionnent pas, c'est qu'on a un problème de fiabilité dans le pays. Hein. Oh. Bon. Vous savez, le pire, c'est qu'en plus, ils sont consciencieux, ils sont absolument honnêtes, ils se donnent un mal de chien et ils croient bien faire. Le seul problème, c'est où sont passées les abeilles. Parce qu'en réalité, comme ils sont monoformation, monoculture, eh bien, ils s'auto-persuadent d'une petite partie de la vie de la société. Et ce secteur d'activité n'a pas leur respect. Oui, ils J'ai connaissent pas dit que les ministres sont pas conscients. On a Olivier Dussopt ici, je me souviens d'un déjeuner, c'était la première question qu'il a posée quand on a déjeuné dans son bureau à Bercy, c'était ce sujet-là, et il s'est passé ce qui s'est passé grâce à lui après, ou Madame les ministres actuellement. Donc c'est pas ça, mais la machine, les quartiers, c'est pas leur sujet. Les zones franches urbaines, ils détestaient. Les équipes de réussite éducative, ils détestent. Les internats d'excellence, ils détestent. Les services à la personne, ils détestent. C'est pas leur univers, c'est pas leur vie. On n'y peut rien. Et le pire, c'est que c'est dur de les mettre à mal parce qu'ils ont concentré l'essentiel du pouvoir et qu'ils sont de bonne foi et très brillants. Bon, ça tombe bien parce que je vais vous demander maintenant, avec votre expérience et votre connaissance du sujet de l'intérieur, même si vous n'êtes peut-être pas tous les jours à l'intérieur du système, mais vous le connaissez par cœur, de nous aider. Alors aujourd'hui, vous voyez, on a des caméras qui nous enregistrent, on va essayer de faire comme vous avez fait, c'est-à-dire parler aux populations, au grand public, comme on dit, et leur expliquer, parce qu'il n'y a que comme ça, vous l'avez fait avec les magazines féminins. Moi, ce que je trouve dans votre vision, elle est pragmatique, elle est humaniste et elle est territoriale. Et donc, cette vision du départ, de tendre la main et de réussir et d'ouvrir ce secteur, en fin de compte, grâce à la cohésion sociale, à autant d'entreprises qui sont devant vous aujourd'hui, dans un monde post-Covid, avec la crise des vocations qu'on connaît maintenant, elle a beaucoup bougé, cette société française. Comment vous voyez la place de ce secteur aujourd'hui ? Comment vous pensez qu'il faut qu'elle évolue ? C'est les acteurs qui vont le faire évoluer. Moi, j'aurais tendance à dire, les gars, surtout touchez à rien, quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on va remettre en cause un truc qui marche, qui apporte du bonheur aux enfants, aux grands-parents, à la fragilité éducative, vous savez, je me souviendrai toujours de cette bataille. Un petit mec en gris m'avait dit, alors, les coiffures à domicile. En fait, moi, je pensais surtout aux coiffures à l'hôpital. Bon. Et les mecs me disent, mais vous êtes complètement con. D'ailleurs, le syndicat des coiffeurs va être con. J'ai vu le syndicat des coiffeurs. Je leur dis, mais si vous voulez pas le faire, moi, je vais le faire faire par l'assurance maladie. Pourquoi ? Parce que une dame malade, particulièrement à l'hôpital où elle croise des gens, rien ne peut être plus important pour elle qu'être bien coiffée. Est-ce que vous avez compris que c'est un élément de la thérapie, ça ? Et de parler avec cette personne en plus, et d'avoir ce lien. Donc, non, mais je ne sais plus où on en est sur ce secteur, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un symbole de l'incompréhension ou de la compréhension de ce qui fait qu'on fait communauté, quoi, tout simplement. Et donc, moi, j'ai tendance je connais pas, je sais pas, la ministre a l'air formidable. J'ai envie de dire aux petits hommes en gris, touchez à rien, voilà. Touchez à rien. Si vous voulez faire des économies, j'ai quelques idées. On peut peut-être réorganiser. Ah non, mais parce que vous croyez qu'on est dans un pays centralisé, hein ? Je suis sûr que si je fais voter, là, vous allez me dire oui. C'est une blague. C'est pas le cas ? Non. La Cour est centralisée. Les fermiers généraux sont centralisés. On appelle ça inspecteur des finances maintenant. Bon. Les inspecteurs et contrôleurs sont centralisés. Conseil d'État, Cour des comptes, IGAS et j'en passe, et d'autres. Mais le pays est émietté. Ayez bien en tête, la France est organisée avec des fiefs de plein exercice, 8000 organismes qui gèrent le paritarisme, 8000, 37 000 collectivités en intégrant régions et départements.
Si vous voulez les chiffres, les recettes de l'État, c'est moins de 300 milliards. C'est le clodo qui donne des leçons aux autres. Les collectivités, c'est plus. Et le pari-tarif, c'est 510 milliards. Ce qui ne me dérange pas, moi. Je n'ai rien ni contre les uns ni contre les autres. Mais il n'existe pas une seule organisation au monde où tu ne sais pas qui fait quoi. Voilà. Dès que tu fais quelque chose, tu n'as pas moins de 7 financeurs. C'est 50 réunions à 50 personnes. C'est une déperdition absolument. J'avais écrit un petit truc qui s'appelait l'alarme. On avait chiffré ça à 120 milliards. Le coût de déperdition et les 10 années prévues pour faire un dojo en France. Ah bah, pour faire le commissariat de Boulogne. Pas loin, hein, au bout de la Seine, là. Boulogne. On a commencé il y a 22 ans. Aux 20 heures, les 20 commissariats les plus pourris de France, ministère, machin, etc. On va refaire complètement, on rénove. Très bien. Il y a 22 ans. Seulement, l'État qui décide n'a pas de thunes. Donc, il faut l'accord des boucles de la ville de Boulogne, des boucles de la Seine, du département des Hauts-de-Seine, de la région Île-de-France, de mecs qui gèrent les fonds fédères, évidemment le budget, évidemment l'intérieur. Bon, on en est à la 54e réunion, 22 ans après, à plus de 50 personnes par réunion. Et évidemment, le jour où on va décider à le faire, ça sera plus le bon endroit, plus avec les bonnes technologies, plus avec... C'est une telle évidence. Bon. Donc notre désorganisation, elle n'est pas sur l'assistance aux fragiles, l'assistance à la jeunesse de France. La jeunesse de France, elle se dégrade. Est-ce que vous réalisez que ce soit ceux qui courent très vite, ils courent un peu moins vite que quand ils couraient très vite il y a encore 15 ans? Et puis le mail de la chaîne, on commence à être un peu en dessous de la moyenne. Et puis le décrochage scolaire. On a 200 000 gamins qui sont en décrochage. Enfin, on est complètement dingue. Donc oui, les services à la personne, ils sont vitaux pour notre société. Ouais. Vitaux, je vous jure. Mais ça, on en est conscient, nous. Comment on dit et comment on arrive à peser au-dessus pour se faire entendre? Parce que, comme je disais tout à l'heure à la ministre, vous l'entendez, vous le connaissez par cœur, ce message. Laissez-nous de la clarté, de la visibilité. Nous, les chefs d'entreprise, on investit sur 5-10 ans, et vous changez les règles sans arrêt. Et puis un peu d'attractivité, de visibilité sur nos métiers. On n'est pas des petits boulots, comme vous le disiez aussi tout à l'heure. On rejoint ce que vous dites. Comment on fait pour peser, à part enregistrer et aller sur les liens sociaux, sur les réseaux sociaux, pardon. Est-ce que vous avez des idées, vous, du lobbying? Comment on fait? Il y a de la presse, là, aujourd'hui? Il peut y en avoir, oui. Vous savez. Est-ce qu'il y a un journaliste? Oui, à part moi, vous voulez dire? Ouais. Alors voilà, c'est ça le drame. Un truc comme ça, c'est-à-dire, il fallait les chercher un par un. Les Françoise Fressos, il y a des journalistes femmes d'abord, pardon. Putain, mais faites une campagne avec les femmes pour les femmes. On reprend les féminins. En invitant le père Borloo, c'est intéressant, mais enfin, avec pas un journaliste au moment où il y a des mecs qui vous emmerdent. Donc, là, franchement, je vous comprends pas là. Non, on vous invite parce qu'on vous invite d'abord parce qu'on vous adore. D'abord, on vous invite parce qu'on vous adore et puis parce qu'on vous doit beaucoup, n'est-ce pas? Mais non, vous me devez rien. En plus, vous faites des boulots impossibles parce que c'est pas des tableaux Excel, le métier que vous faites. Parce que vous avez des gens qui partent, qui sont en autonomie chez d'autres gens, parfois en vulnérabilité. Mais attendez, excusez-moi, c'est quand même autrement compliqué que de travailler chez Ernst & Young, hein. Mais est-ce que vous vous rendez compte le niveau d'autonomie, de responsabilité? Comment contrôler sans contrôler? Comment faire rendre compte? Comment contrôler les kilomètres-heure, les horaires, les machins? Vous avez vu l'expérience de ce Belge-là qui a monté une boîte un peu comme ça, où il n'y a plus aucun contrôle, aucun système? Vous n'avez pas vu ça? Regardez l'alarme. Des trucs, il y a un petit chapitre là-dessus. Non, ce que je veux dire, c'est que vous faites un métier qui est incroyablement difficile. Voilà. Tout ce qui touche à l'humain, c'est incroyablement difficile. Et en plus, vos collaborateurs et collaboratrices, eux-mêmes, ont souvent sont dans des situations qui ne sont pas si faciles, y compris au plan personnel, au plan économique. Enfin, c'est pas une balade de santé quand même, tout ça. Bon. Et ils sont là, et on leur confie des destins. Et je trouve que c'est vous qui êtes admirable. C'est pas eux qui ont donné un petit coup de main comme Olivier ou moi. C'est vous.
En tout cas, le Père Bourlot, comme vous l'avez baptisé tout à l'heure, on est bien content de l'avoir aujourd'hui pour qu'il nous prêche la bonne parole. Jean-Louis, comment vous allez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devenez, si je peux être indiscret? J'ai honte de vous dire que je suis heureux. Ah, écoutez, Il paraît qu'on est plus intelligent. c'est quoi la recette du bonheur alors? D'abord, j'ai une femme géniale. J'ai 7 petits mouflets. Alors j'ai tous les cas de figure. Hein. Aucun avec ma femme. Mais on est mariés depuis très longtemps. Hein. C'est ça. Et, oui, non, et alors eux, c'est une fratrie indestructible. J'ai toutes les couleurs. Enfin bon. Et donc voilà, je suis très heureux. Et puis et je continue à me passionner pour le pays, à m'inquiéter pour le pays. Pour le foot aussi? Pour le foot aussi, mais moins pour le foot que pour la jeunesse de France. Vous voyez. Ouais. Bon, on va pas revenir sur les situations paradoxales des derniers jours. Mais vous voyez, quand j'apprends que l'année dernière, 90 000 jeunes Françaises ou Français ont poussé la porte d'un club de basket et n'ont pas pu être pris faute d'encadrement et d'équipement, je me dis que notre pays va mal. Notre pays part en couille. On ne se rend pas compte. On a 250 000 gamins, globalement, qui sont refusés dans des clubs de sport. Or, le sport, c'est le truc qui marche le mieux en France. C'est d'ailleurs paradoxal, vous n'avez pas remarqué, on est le pays qui méprise le plus le sport à l'école. J'ai jamais vu le prof de sport, prof principal, moi. Bon. À l'université, méprisé. Dans les grandes écoles, méprisé, à part le golf et le rugby, dans les trucs chics. Bon. Mais on est le meilleur pays de sport au monde. Ah, il n'y a aucun pays de cette taille qui est champion du monde de tout. Quasi. De rugby, de football, de handball, de basket, d'escrime, de karaté, de judo, d'équitation, enfin, de natation. C'est invraisemblable. Alors je me disais, tu vois, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que ce truc est méprisé par les élites d'encadrement, on soit les meilleurs au monde? C'est parce qu'on a le coq comme emblème? Non, je vais dire pourquoi. Parce que c'est le seul sujet qui est autoporté par les acteurs et dans lequel les petits hommes en gris n'ont jamais pu rentrer. Voilà la raison. Me disais... Le sport, c'est 15 millions de licenciés, 6 millions de bénévoles. Vous savez combien de matchs de foot tous les ans en France? 1 million. Il y a 1 million de rencontres de gamins de chaque côté, avec des parents qui les emmènent en 4L, qui nettoient les trucs et les machins. En 3 arbitres. Bon, Jean-Louis, en 4L moins, hein, quand même. Non, mais c'est la 4L nouvelle, là. Oui, il vient de sortir, là. D'accord. Bon, je suis à la pointe. Oui, ok. Non, mais tu te rends compte, il faut 3 mecs du district, 3 arbitres, un médecin, tout ça, 1 million de rencontres de mômes. Mais c'est incroyable, la force de ce pays. Donc moi, mon idée, elle est assez simple, mais c'est un rapport avec les services à personne. Tout ça, c'est la même chose. Tous les gamins et les gamines de France ont droit à trouver leur talent l'après-midi. Le matin, tu fais lire, écrire, compter et géo-histoire. Et l'après-midi, tu fais sport, culture, philatélie, ce que tu veux, mais tu trouves ton talent. Mais si vous parlez de ça, c'est pas pour parler d'autre chose que votre métier, parce que c'est votre cœur de métier. Mais alors, quand vous parlez comme ça, moi, je me dis pourquoi il n'a pas des velléités, Jean-Louis Borloo, aujourd'hui? Il y a un manque d'énergie? Parce que vous avez une vision qui peut être entendue par les Français? Oui, pour 2 raisons. La première, c'est la première réponse. Je suis heureux. Vous savez, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Et la deuxième raison, non, mais d'abord, je suis conscient de mes limites. Mais plus sérieusement, je pense qu'il faut un chromosome particulier. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui sont nés pour avoir envie de conduire un peuple. Voilà. C'est un chromosome. Je vous donnerai pas de nom, je peux vous donner des prénoms si vous voulez. Bon. Oui. Hein? Allez-y, on fait de devinette. Il y a des gens qui écrivent sur Henri IV, il y a des gens qui écrivent sur Napoléon, il y a des gens... Enfin, vous avez qu'à voir d'ailleurs sur quoi ils ont écrit. C'est un chromosome. Valéry Giscard d'Estaing, il s'est jamais remis de pas pouvoir revenir, quoi. Et tous jusqu'à la fin. Donc, mais je dis pas ça avec mépris parce qu'il en faut. Mais il y a une espèce de chromosome, de déséquilibre personnel, parce que c'est vachement dur, hein.
Bon, c'est dur de dire, vous savez, je vais m'occuper de vous, puis ça va aller un peu mieux que si je m'en occupais pas. Il faut quand même l'assumer, le truc. Hein. Non, mais il faut toujours se dire que quand quelqu'un met sa gueule sur une affiche dans une ville, par exemple, c'est ça ce qu'il dit. Bah, le lendemain, moi, je connais pas d'homme politique joyeux, parce que vous êtes angoissé. Mais vous n'êtes pas angoissé de perdre votre job. Vous êtes angoissé de pas honorer ce que vous, de pas vous honorer vous-même dans l'idée de la promesse que vous avez faite, ou la promesse que vous avez faite tout court d'ailleurs. Parce que les mots dépassent la pensée, parce que il faut 10 ans pour une action, parce que ce qui est les grandes réussites sont plutôt ingrates. Vous voyez, c'est donc au fond, vous voyez les choses 5 ou 10 ans plus tard. Jean-Louis, d'ailleurs, puisque vous me tendez la perche, dernière question, avant de vous remercier de votre venue ici et de vous accompagner comme il se doit. Vous êtes fier de quoi? Qu'est-ce qui est le plus dans votre cœur? Parce que je vois que vous travaillez plutôt avec le cœur, que votre cœur, avant votre cerveau, impacte vos décisions. Vous êtes quelqu'un d'humain, avant tout, un humaniste, je disais tout à l'heure. Vous qui aimez les autres, vous êtes fier de quoi depuis ces 20 ans? Quelle est l'action? C'est le plan Borloo? C'est que encore aujourd'hui, vous soyez... que le secteur fonctionne encore? Qu'est-ce qui est le plus fier dans vos souvenirs? C'est pas un plan, c'est pas un truc, c'est pas... c'est t'entends croiser quelqu'un qui me dit merci, j'ai pu m'acheter mon petit logement à Mantes, la Jolie. J'ai monté une boîte de service à la personne à Châteaudun il y a 15 ans, discrètement dans le train. C'est des mamans qui ont changé la vie, leur quartier a changé dans la rénovation urbaine. L'autre jour, je vais à Chanteloup-les-Vignes. Et alors, parce que de temps en temps, j'aime bien retourner dans les quartiers, voir un peu ce qui se passait. Chanteloup, c'est un truc qui m'avait marqué. Et la mère, qui est une fille géniale, c'est un médecin, dit on fait un truc. Bon, bref, j'y vais un matin, 9h30, 10h du matin. Oui, si, elle avait inauguré un truc, bon, enfin, peu importe, donc pour la jeunesse. Bon. Et puis tout d'un coup, j'entends au loin, je vois des femmes arriver, des choses comme on fait, c'est l'africaine. Bon. Et puis je vois 4-5 mecs devant, et ils marchent vers moi. Et puis c'était joyeux, c'était gai. Cet homme s'approche et il me dit vous m'en connaissez? Je dis, je reconnais vos yeux, mais c'est tout. Il avait des yeux bleus magnifiques, c'était un Kabyle magnifique. Et il me dit, c'est moi qui vous ai jeté des pierres quand vous êtes venu la première fois, nous expliquer la rénovation urbaine. Et maintenant, toutes les femmes de Chanteloup sont là pour vous embrasser. Ben, ça fait plaisir. Ah oui. Mesdames, Messieurs, Jean-Louis Borloo.